Bonsoir Diane, bonsoir Inès, bonsoir Manuel. Ben, il y a quelque temps qu'on ne s'était pas vu, hein, avec ces gentilles petites grèves. C'était l'année dernière. Depuis l'année dernière, oui. Depuis l'année dernière, en tout cas, arrivant à Paris, j'ai eu le plaisir de voir l'entassement des immondices. Ah, c'est joli. Les petits rats doivent s'en donner à cœur joie. Surtout que depuis peu, il paraît qu'on n'a plus le droit d'ératiser avec des produits toxiques. Non. Il y a une chose comme ça, il me semble, non Oui, par rapport à la... On ne peut plus dératiser chimiquement. Il faut tirer dessus, non, c'est ça. Surtout pas, il ne Bon, faut pas blesser les animaux. allez, passons aux choses sérieuses. Commençons l'entretien par les questions propres à notre pays. François Fillon s'est exprimé dans une émission sur France 2 dans laquelle il annonce se retirer de la vie politique. L'avez-vous vu et qu'en avez-vous pensé? Alors, je l'ai vu, je peux dire, je l'ai vu comme j'ai vu toutes ses interventions depuis le moment où il a eu sa campagne pour la primaire des Républicains. Donc, ça remonte déjà un certain temps. Et justement, je n'ai pas raté, je pense, une seule de ces interventions parce que je voulais me faire une idée avant de pousser à voter dans tel ou tel sens. Bon. Donc j'ai bien vu cet entretien sur France 2 et je vous dirais froidement, ça m'a déçu. J'ai trouvé que c'était larmoyant. L'air de dire, ben oui, de toute façon, j'ai plus d'importance, je vais pas me remettre en politique, etc. Donc fichez-moi la paix. Parce que en fait, il est à la veille d'avoir son procès. Donc, au lieu, alors, disant, je regrette d'avoir attaqué Nicolas Sarkozy, je me suis dit, mais ça va pas, non? Alors que Sarkozy a tout fait pour le torpiller. Mais je comprends pas. Je pense que c'est pas un méchant homme, certainement pas, mais c'est un faible. Il sait pas mordre. Or, en politique, je regrette beaucoup, il faut mordre. Et on peut mordre sans être inélégant. Mais il faut s'affirmer, il n'a jamais su s'affirmer. Alors, son élection lors des primaires des Républicains, ça a été une espèce de miracle, je pense, par dégoût des Républicains devant l'expérience Sarkozy et le peu de confiance qu'il faisait à Juppé. Mais le problème, c'est que le personnage Fillon ne répondait pas aux besoins du pays, parce qu'il n'a pas la trempe. Je suis navré de dire ça aussi froidement. Et pourtant, ce serait à recommencer, je recommencerai à faire voter pour lui. Parce que c'était franchement le moins pire. Parce que quand on voit ce qui se passe aujourd'hui, grâce à tous les imbéciles qui ont voté pour Macron, donc voilà, pour répondre à votre question le plus succinctement possible, il n'avait pas à s'excuser, il avait à s'expliquer sur ce dont on l'accuse, et bon, il a apporté des réponses. Il a signalé une chose tout de même qui était intéressante à savoir, c'est que le juge auquel il avait remis les pièces concernant notamment son épouse ne les a pas fait connaître à la presse. Donc, en fait, c'était une partie de sa défense qui n'a pas été communiquée à la presse. C'est tout de même une faute de déontologie au point de vue justice. Donc, de la part du juge en question. Il y a eu aussi une petite chose intéressante à remarquer, mais ça ne m'étonne pas du tout, parce que je suivais Bruno Retailleau aussi du coin de l'œil depuis un certain temps, c'est que Fillon a tout de même laissé entendre que ce serait la suite, son successeur éventuel. Et je ne sais pas s'il aura des chances, mais en tout cas, Retailleau a un profil de catholique aussi. Il a été un des rares des Républicains qui s'est opposé à la loi sur la bioéthique au Sénat. Il n'a pas été suivi par le reste des Républicains, qui montre à quel point tous ces Républicains libéraux, etc., n'ont aucune colonne vertébrale.
Donc ce sont des choses intéressantes que j'ai relevées, mais ce que je regrette, c'est que c'était l'art moyen, je le répète. Dommage. Il y avait moyen de faire autre chose. Prochaine question. Docteur, vos réflexions tant attendues, pour qui allez-vous faire voter au municipal? Une bonne question. Bon, alors les municipales ont ceci de particulier que c'est à tout un chacun habitant dans telle ou telle région de savoir si le maire qu'ils ont actuellement a bien géré ou pas bien géré. S'il est bien géré, ben, qu'ils continuent à voter pour lui. S'ils n'ont pas bien géré et qu'il faut choisir quelqu'un d'autre, je dirais tout simplement voter pour n'importe qui, mais certainement pas pour la République en marche. Voilà. Même si c'est un maire qui se présente sous étiquette France Insoumise ou Parti communiste C'est pas grave parce qu'ils n'auront pas la majorité, mais ce qu'il faut, c'est empêcher un bloc de la République en marche et le succès de la République en marche. Donc vous voyez, peu importe, je dirais même le Rassemblement national, pourtant vous savez bien que j'ai aucune sympathie pour eux, mais peu importe, ce qu'il faut, c'est nous débarrasser de cette pègre de la République en marche. Airbus va devoir payer une amende de 3,6 milliards d'euros à 3 autorités. Le Parquet national financier en France, le Serious Fraud Office au Royaume-Uni et le Department of Justice aux États-Unis. Un record dans l'industrie. Est-ce que vous souhaitez commenter cette amende? Alors, le problème, c'est que je ne connais pas le point de départ. Je ne sais pas si vous le connaissez. Je ne connais pas le point de départ de cette affaire-là. Ce qui m'étonne, sans m'étonner, c'est de voir ensemble le parquet national financier français avec les Américains et les Anglais. Alors, est-ce que le parquet financier français a été actionné par les Américains et les Anglais? C'est très possible, parce que chaque fois que les Américains, notamment les Américains, peuvent faire cracher au bassinet non seulement les Français, mais les Allemands, les Suisses, etc., ne serait-ce que pour dénommager les victimes de la dernière guerre mondiale, etc., suivez mon regard. Et chaque fois qu'une entreprise française empiète un peu trop sur les plates-bandes des entreprises américaines, ils trouvent le moyen, à l'abri de leur loi américaine fabriquée pour ça, de coller des amendes à ces entreprises qui sont concurrentes. Oui. Donc, je ne me prononcerai pas là-dessus parce que je ne connais pas le fond du problème, tout simplement. Je dis simplement, attention, c'est encore une arnaque vraisemblablement anglo-américaine. Que pensez-vous de la loi contre les contenus haineux sur Internet, dite loi Avia, actuellement en discussion au Parlement? C'est la suite de tout ce qui est fait actuellement. C'est la suite des accords entre Macron et YouTube, dont nous sommes victimes, comme vous savez. Alors, je redirai ce que j'ai déjà dit, je pense, c'est que, évidemment, c'est embêtant pour nous, mais d'un autre côté, cet acharnement à essayer d'empêcher que l'on révèle certaines choses montre à quel point le pouvoir se sent en danger. Donc ça, c'est positif. Et il faut continuer à trouver tous les moyens de contournement pour continuer à faire savoir ce que l'on a à dire. Le problème, c'est que ça devient de plus en plus difficile. La vérité, c'est comme l'eau. Ça s'infiltre partout. Simplement, il faut savoir le faire. Un nouveau formulaire d'acte de baptême circule dans les églises. Plus de mention père et mère, mais seulement parents ou titulaires d'autorité parentale. La Conférence des évêques de France parle de pragmatisme pour s'adapter aux nouvelles situations familiales, mais surtout pour permettre plus facilement à tous les enfants, quel que soit leur schéma familial, de pouvoir être baptisés. Comment expliquez-vous cette évolution, entre guillemets ? Je ne sais pas comment dire. Est-ce qu'ils ont baissé leurs pantalons ou est-ce qu'ils ont relevé leur soutane? Parce que là, ils s'alignent sur la volonté du pouvoir. On supprime des documents officiels la mention père-mère, ça ne doit plus exister.
et ce qui permet de mettre par an 2. Donc ils se sont aplatis devant le pouvoir une fois de plus, les évêques de France. Que voulez-vous que je vous dise? De ne plus donner à la tête? Mettez des boutons de culotte. C'est ce que j'ai fait à une certaine époque. Peut-être que c'est parti. Enfin, pour l'instant, on a une paroisse pas trop mal, mais c'est ce qui va finir par se passer. On va remplir leur petit truc, leur panier avec des boutons de culotte. Non, mais voilà où on en est l'église. Je comprends pas. Et si, pardon, je comprends pas. Pourquoi parce que, bon, moi, j'ai pas été éduqué comme ça. Permettre à tous les enfants, quel que soit leur schéma familial, de pouvoir être baptisés. Oui, ce qu'ils veulent en venir avec ça. Mais ça ne mène nulle part. Ou bien les parents sont d'accord pour les faire baptiser, qu'ils soient en couple normal ou pas normal, ils pourront être baptisés. Mais si les parents ne veulent pas, qu'ils soient parents numéro 1, numéro 2, ce sera la même chose. C'est invraisemblable. C'est un tour de passe-passe des évêques de France. Un truc de plus. Marc-Antoine Pérouse de Monclos, directeur de recherche de l'Institut de recherche pour le développement, IRD, estime que l'armée française au Sahel est prise dans une sorte de piège qui pourrait devenir notre Afghanistan. Votre avis, docteur, s'il vous plaît? Alors, bon, il y a deux aspects dans cette histoire-là. Il a raison, ça peut être notre piège, notre Afghanistan, ça je suis tout à fait d'accord. Le problème, c'est que derrière la présence française en Côte d'Ivoire et au Tchad aussi, je crois, il y a des intérêts économiques, notamment, je pense, des mines d'uranium. Je ne pense pas me tromper là-dessus. Donc il y a à la fois, alors il y a l'apparence, il y a la réalité, c'est toujours la même chose. L'apparence est soi-disant se battre contre l'État islamique, mais alors je voudrais qu'on m'explique pourquoi la France républicaine macronienne nous dit vouloir se battre contre l'État islamique en Afrique, alors qu'ils aident les Américains à aider l'État islamique en Syrie, en Irak et au Moyen-Orient en général. Il y a un petit problème là. Alors, la réflexion de ce monsieur est juste, mais à mon avis, il ne connaît pas tout le problème. Voilà. Ou bien, il sait qu'il y a des choses qu'il ne faut pas dire. Donc, dans aucun cas, ça ne pourrait devenir un piège comme l'a été les Ça peut le devenir. Ah, ça peut le devenir. Il y a tout de même ponctuellement un certain nombre de militaires français qui se font liquider. Quand même. Et pourquoi? Et pour qui? Le député Les Républicains Olivier Marleix, ex-président de la commission d'enquête parlementaire sur les décisions de politique industrielle de l'État, a saisi la justice au titre de l'article 44 du Code de procédure pénale, car il connaît le rôle joué par Emmanuel Macron dans la vente du pôle énergie d'Alstom aux Américains de General Electric en 2014. Il s'étonne que les autorités françaises n'aient jamais ouvert d'enquête sur cette vente, alors que l'on retrouve dans la liste des donateurs ou des organisateurs de dîners de levée de fonds, on retrouve donc En Marche, et des personnes qui étaient intéressées dans sa vente. Un commentaire sur la démarche de ce député? Je crois que la réponse se trouve déjà dans l'exposé. Il a tout à fait raison, cet homme, il faut le féliciter. Et la justice, ce qui m'étonne, c'est qu'il s'étonne que la justice française ne soit pas inquiétée. La justice française est aux ordres de Macron, donc il n'y a pas de surprise de ce côté-là. Et c'est ça toute l'arnaque de Macron, c'est qu'il vend les bijoux de famille à l'étranger, notamment aux États-Unis, parce qu'il est là pour ça. Et tout y passe. Mais les forêts vont être privatisées aussi. Qui va acheter ça? Je serais curieux de savoir. Les barrages, mais tout, pan par pan, tout est vendu, tac et tac et tac. A-t-il déjà eu véritablement une séparation du pouvoir judiciaire et du pouvoir
politique. Bonne question. Il est évident que tous les pouvoirs, à un moment donné, ont essayé de faire pression sur le pouvoir judiciaire. Ça, c'est évident. Mais aujourd'hui, depuis ces dernières décennies, tout ça, ça a commencé notamment à la libération-épuration. Puisque la justice a fait ce qu'elle voulait. Elle a liquidé qui elle a voulu. De Gaulle et les communistes ont très bien fait le ménage et nous en supportons les conséquences. Puisque les élites de l'époque n'ont pas pu transmettre leur formation politique, leur culture politique. Une autre question. Selon le Parisien, sur base d'un sondage de l'IFOP, 34% des Français de confession ou de culture juive se sentent régulièrement menacés. Souhaitez-vous commenter cette étude? Je leur demanderai de s'adresser à leurs responsables religieux, au grand Sanhédrin actuel, à ce qu'on appelle l'intelligentsia juive qui pousse de toutes ses forces à l'immigration-invasion, parce que pour eux la priorité c'est nous détruire, c'est nous submerger par l'immigration. Et le problème, comme je l'ai déjà à de nombreuses reprises signalé, c'est que ça retombe sur le dos des Juifs. Et que cette masse musulmane que leurs entités font venir volontairement pour nous détruire, ça se retourne contre eux aussi. Voilà. Retour du boomerang. Mais ce n'est pas aussi dû aux agissements, par exemple, du CRIF, aux hommes politiques français qui se mettent à genoux. Bien entendu. Évidemment, ça passe par là. Les gens commencent à démontrer leur agacement, et vu qu'ils ne peuvent pas atteindre ces gens-là parce qu'ils sont très bien protégés, ils vont se venger sur ce que vous dites, par exemple, le petit juif du côté. Oui, bien entendu, c'est évident. Ouais. Donc, je dirais à ces juifs de s'adresser à leurs entités religieuses et politiques qui poussent à cette politique d'immigration-invasion. Donc, à leur tour, ils sont victimes. C'est bien fait. Concernant l'enseignement, l'éducation dite nationale, le professeur de philosophie René Chiche a récemment affirmé « L'école ne forme plus à penser, alors les élèves se contentent de croire. Ce qui est certain, c'est qu'elle ne remplit plus son rôle. » Il a tout à fait raison, c'est exactement ça, il a mis le doigt sur le problème. Et on revient à la formule qui disait mieux vaut une tête bien formée que bien remplie. Bossuet? Non, c'est pas Bossuet. Montaigne, je crois que c'est Montaigne. Je crois que c'est Montaigne. Une tête bien faite qu'une tête bien pleine. Voilà, exactement. C'est ça, mais il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Il faut apprendre aux gens à réfléchir. Or, tout est fait aujourd'hui pour que les gens ne puissent plus réfléchir, n'aient plus de données pour pouvoir réfléchir, qu'ils ne soient que des éponges à images. C'est tout. Donc ils sont formatés. Ça fabrique des crétins. Parce que... ça donne des crétins, fabriqués à la chaîne. Plus manipulable. Bien entendu. Et puis je ne sais plus quel ministre, il y a une personne du gouvernement, à un moment aurait dit de toute manière l'avenir n'est pas aux personnes intelligentes puisqu'il y aura de plus en plus besoin de petits jobs sous-payés. D'être... Ils sont en train de fabriquer, c'est une fabrique d'esclaves. Oui, exactement. Une fabrique d'esclaves. On a besoin de matière grise. Oui, tout à fait. Le ministre des Comptes publics, Gérard Darmanin, et celui de l'économie, Bruno Le Maire, ont reçu des lettres de menaces de mort. Leur auteur réclame l'abandon de la réforme. Tu convaincs Macron que cela suffit, qu'il retire sa réforme, sinon on massacre. Était écrit dans le courrier. Selon vous, pourquoi est-ce que le peuple est arrivé à de tels extrêmes? Alors, je dirais que c'est pas un extrême parce qu'il ne s'est rien produit pour l'instant. Et moi, j'avoue que ça me laisse rêveur, ce genre de texte, parce que je pense que ce sont des gens qui se défoulent et qui ne feront jamais rien. Donc, ça donne... Par contre, des armes au gouvernement pour se victimiser.
Et je ne trouve pas ça très malin. Si on veut vraiment faire de la casse, on n'annonce pas qu'on va faire de la casse. On le fait. Parce que là, ça ne sert qu'à raidir le... Mais non, c'est ridicule. Écoutez, ça me fait penser à tous les gens sur Internet, les VK et compagnie qui se défoulent, qui hurlent, qui se... À quoi ça sert? Ça ne sert qu'au système, au pouvoir. On voit très bien ces gens-là, c'est tous, oui, on monte au créneau, on va faire, je sais pas. Oui, on va faire. Oui, ils vont au bar d'un coin, s'enivrer à coups de pinte de je sais pas quoi, et ensuite, alors, ils ont refait le monde. Ce sont des inutiles et des nuisibles, pour moi, ces gens-là. Alors, face à la colère des Français devant les réformes, la garde des Sceaux Nicole Belloubet estime sur France Inter que les Français avaient besoin d'un temps d'adaptation aux réformes. Un commentaire? Oui, un commentaire, ben oui, les Français, vous êtes des cons, comprenez rien. Ah, la grande politique que nous faisons, voyons. Oui, mais ils ont tellement abrutis à l'école qu'ils ne peuvent pas comprendre. Non, mais c'est ce genre de défense de cette ministre. C'est une de celles que j'adore. Montre le mépris de ces gens-là vis-à-vis des Français. Mais on fait ça pour votre bien et vous ne le comprenez pas? Voilà, c'est ça, tout simplement. Donc, oui, les Français sont des cons, ils ne les comprennent pas, le grandissime et glorieux projet du gouvernement, de M. Macron, etc., pour notre bien à tous. Vous êtes des cons. Bien sûr, surtout concernant les réformes, il faut, je dis bien aux gens, ceux qui n'ont pas vu, de revoir les déclarations de François Fillon, concernant la retraite à points. Exactement, ça c'était une chose intéressante qu'il avait faite, quand il avait dit que la retraite à points était une arnaque, puisqu'il suffisait de progressivement baisser le taux du point pour faire des économies. Et regardez ce qui est arrivé avec le livret A, que certains croyaient intouchable, je crois qu'on en est à 0,5%. Oui, je pense que ça va baisser un petit peu plus. Non, il sera bientôt négatif. Ah, ça Ben voyons. Non, parce que l'argent, comme il disait quoi, le responsable de BlackRock? Ah, que les Français avaient l'argent en banque et qui dormait, qu'il fallait le faire fructifier, il faut le faire bouger, il faut l'investir, oui, mais nous on va investir. Oui, mais nous on va l'investir. Lui il est tranquille, nous on va l'investir. L'argent que tu as mis de côté pendant quelques années, d'un coup, crac. Bien entendu, mais c'est ça. Mais évidemment, un bon petit crack. Et puis certains s'en mettent plein les poches, parce qu'ils déclenchent le crash quand ils veulent. Parce qu'eux savent. Prochaine question. Notre actualité chaotique. La grève continue au sein de divers corps de métier, notamment chez les avocats. Pouvez-vous nous en dire davantage sur leur motivation? Il me semble que c'est assez clair d'après ce que j'ai vu, c'est que à l'abri de ce projet gouvernemental sur les réformes, les avocats, la cagnotte des avocats servirait à renflouer la cagnotte des cheminots. Alors on nous dit cheminots, mais finalement où irait l'argent? Mais ça, de toute façon, ça me semble tout à fait malhonnête cette histoire-là, parce que chaque catégorie, s'ils travaillent et qu'ils peuvent mettre davantage de côté pour leur retraite, tant mieux. C'est la responsabilité de tout un chacun. Si les cheminots passent leur temps à être en grève, évidemment, ils ne peuvent pas accumuler. Et puis eux prennent leur retraite à 50 ans. Et en plus de ça, et alors on oublie une chose comme toujours, parce que moi, souvent on me l'a dit en tant que médecin, ah oui, mais vous gagnez beaucoup, vous médecins, vous chirurgiens, etc., etc. Oui, mais combien d'études? Combien de temps d'études? Combien d'années d'études où on ne gagnait rien? Où on dépensait au contraire? Où les parents dépensaient? Hein? Mais ça, on n'y pense pas. Ah oui, mais l'égalité. Ah oui, l'égalité. Mais
voilà. On est en pleine arnaque. Parlant d'études, justement, les avocats avaient 7 années, il me semble, d'études à faire. Et sous Sarkozy, il y a eu une réforme qui donnait le droit à des avoués de devenir avocats sans avoir fait autant d'études, par des billets passerelles, je ne sais quoi. C'est incroyable. Et ça, bon, Chirac, bon, vous savez très bien ce qu'on a parlé de Chirac, mais c'est vraiment à partir de Sarkozy que la perversité s'introduit dans les manipulations des lois françaises pour tout détruire. Et là, pourquoi? Chercher l'origine de ces individus, Sarkozy, Hollande, Macron, comme un dénominateur. La maison d'édition Ellipse, chez qui paraît Histoire du XXe siècle en fiche, a reconnu une négligence dans le travail de relecture. Les attentats du 11 septembre 2001 étant attribués à la CIA. Devant la polémique soulevée, l'auteur du manuel, Jean-Pierre Rocher, s'est excusé, affirmant qu'il ne soutenait pas les théories du complot. Souhaitez-vous commenter cette polémique? Ah oui, très volontiers. Et bon, il aurait pu rajouter, en tout cas l'auteur de la notice aurait pu rajouter la CIA et le Mossad. Mais c'est pas du tout du complotisme, c'est une réalité que un nombre très considérable de scientifiques, de militaires, de gens du renseignement américain reconnaissent eux-mêmes. La version officielle du gouvernement Bush de l'époque ne peut pas être vraie. Et ça, je ne vais pas rentrer dans les démonstrations, etc., etc. Une seule chose suffit. De toute façon, c'est dans mon livre, Le complot mondialiste. Une seule chose suffit pour comprendre l'arnaque. Vous regardez l'image que l'on nous ressort régulièrement de la pénétration des avions dans les tours. Quand un corps dur rencontre un autre corps dur, qu'est-ce qui se passe? Ça part en petits morceaux. Non mais il rentre comme dans du beurre. Ça rentre, non, comme absorbé là-dedans. Ah, comme c'est curieux. Voilà, alors, vous prenez ce que je viens de dire, vous y réfléchissez et vous cessez de dire des conneries. Mais donc, on le sait bien, l'histoire est écrite par les vainqueurs et on en sait plus. Non, mais c'est incroyable. Et que personne n'ait pensé à ça, que en fait c'est un hologramme qu'on nous a fabriqué. Oui, il y a une manipulation de l'image, ça c'est sûr. Made in Hollywood. La prochaine question, on aura besoin de votre avis de médecin. Outre les risques d'AVC que la pilule contraceptive fait encourir aux femmes, des études indiquent qu'elle modifierait l'hypothalamus, qui régule l'appétit, la libido, cycle du sommeil, humeur et rythme cardiaque. Les chercheurs de l'Université de médecine Albert Einstein à New York ont fait passer une IRM à une 50aine de femmes en bonne santé et ont pu constater que celles qui prennent la pilule présentent un hypothalamus plus petit que les autres. Pouvez-vous nous apporter plus de précision? Bon, alors là, c'est pas du tout... Oui, bon, le cerveau, c'est ma spécialité, c'est évident, mais enfin, ces études-là, je ne les connais pas, j'enregistre la chose avec intérêt. Ce que j'ai dit depuis une trentaine d'années au moins, c'est que la pilule modifiant l'équilibre hormonal ne pouvait qu'avoir des conséquences nocives. Ça crée un désordre. Bon, eh bien, on vient de découvrir un autre aspect des désordres causés par la pilule, même parce qu'on nous dit toujours, ah oui, mais il y a la mini-pilule qui ceci, qui cela. Et bon. De toute façon, c'est un déséquilibre que l'on introduit dans l'organisme et il ne faut pas s'attendre à ce que ce soit sans conséquence. Docteur, bonne nouvelle pour la planète, selon Le Point. La France fait moins d'enfants. Ça rejoint ce qu'un certain Yves Cochet, je crois, avait dit qu'on avait relevé à un moment donné. J'avais relevé à un moment donné, quand il disait qu'il fallait que les Français fassent moins d'enfants de façon à ce qu'on puisse accueillir davantage de migrants. Oui. Ben voilà, blanc doit disparaître, la suite. Sauf dans un certain petit pays du Moyen-Orient. Et pourquoi faire disparaître l'homme blanc?
Pourquoi? Oui, bonne question. Bah, apparemment, l'homme blanc est un... Pourquoi cette haine de l'homme blanc? Effectivement. Parce que, bon, tu ne peux pas dire... Rappelez-vous ma dialectique concernant le racisme primaire d'Harrison. Et quand il disait, oui, mais l'homme blanc, et j'avais répondu, mais quand on voit le nombre d'hommes blancs et de femmes blanches qui ont voté comme des crétins et qui ont fait élire Macron, le fait d'être blanc, c'est pas une panacée. Et je constate que parfois, des musulmans, des métis, des noirs, votent mieux, comprennent mieux les choses que certains blancs, même catholiques. Donc, c'est pas une panacée. Et pourquoi cette haine de l'homme blanc de la part de nos ennemis? Ça, j'avoue que j'ai pas d'explication directe. Que c'est dans le monde blanc occidental qu'il y a eu le plus de progrès, aussi bien technologiques, qu'il y a une certaine intelligence qu'il n'y a pas. Oui, incontestablement, c'est l'homme blanc est tout de même a été l'artisan de la civilisation. Mais on peut dire que c'est par volonté justement de détruire toute civilisation pour faire un monde uniforme. Oui. Non, mais ils sont compliqués dans leur tête aussi, hein. Et puis aussi, vous êtes davantage porteur d'une certaine spiritualité catholique, chrétienne. Ah oui, certainement. Ben, au travers de l'homme blanc, c'est certainement la culture chrétienne qui est visée, certainement. Mais c'est à double tranchant, parce que ça peut se retourner contre eux aussi. La Fermila est celle de cet inverti qui attaque l'islam et qui a reçu des menaces de mort de la part des musulmans. À votre avis, faut-il soutenir Mila et défendre la liberté d'expression? Les musulmans ont-ils raison de défendre leur religion? Bien entendu qu'ils ont tout à fait raison. D'ailleurs, ce que je constate, c'est que bien souvent dans les organisations, dans les réunions internationales où on parle de la famille, etc., les musulmans sont tout de même très très proches de ce que, en principe, les milieux catholiques défendent aussi. Mais eux, dans leur manière de défendre les musulmans, c'est des menaces de mort envers cette jeune femme là. Il y a autant de primaires chez eux que chez nous. Hein. Oui. C'est pas comme ça qu'ils vont bien défendre leur religion. Ouais, c'est évident. Il y a eu menace de mort. Non, mais d'un autre côté, cette fille, qu'est-ce qu'elle avait à faire la maline pour se faire remarquer, quoi, c'est tout. Il suffit de dire certaines choses pour que tout de suite on devienne un personnage. Alors, voilà. Elle est protégée par la police. Ouais. Comme si la police n'avait pas autre chose à faire. Elle a changé de lycée, je crois, et je crois que circule déjà sur Internet une de ses chansons. Bah voyons, comme ça qu'on sait connaître, c'est pas compliqué. Ouais, et puis donc soutenue et reprise notamment par des personnes de nos milieux comme Hervé Ryssen qui a pris parti pour elle. Bah voyons, alors celui-là, il en rate pas une. Immédiatement, c'est blanc, c'est les yeux bleus, soutien, point. Voilà. Il en rate pas une. Vraiment, ce Ryssen, c'est un cas. Je voudrais qu'un psychiatre l'examine de très très près. Et donc vous ne défendez pas la liberté d'expression? Il faut savoir ce qu'on entend par liberté d'expression. Si une certaine liberté d'expression aboutit à déstabiliser la société, je suis contre. Or, c'est ça qui est visé. Elle a dit qu'elle n'aimait pas le Coran et qu'elle avait le droit de ne pas aimer le Coran. Est-ce qu'elle aime la Torah? Le Talmud? Elle n'en parle pas. Non, elle n'en parle pas. Ah non, mais il faut aller au fond des choses. Enchaînant, souhaitez-vous revenir sur votre dernier éditorial dans lequel vous rendez hommage à Jérôme Bourbon et notamment à son combat contre les brigandes? Alors bon, on va revenir sur l'histoire des brigandes, je crois que tout le monde connaît un petit peu. Donc brigandes, c'est un groupe qui est apparu comme étant soi-disant contre-révolutionnaire, avec des musiques qui au départ pouvaient paraître plus ou moins sympathiques. Et puis petit à petit, on s'est aperçu qu'il y avait la face et puis il y avait le revers de la face. Et dans le dernier numéro de La Politique, on a publié l'image d'une des loges tenues, je ne sais plus dans quelle ville de province, par les brigandes. Ben, c'est tout à fait une loge maçonnique avec le président de la séance qui le salue à l'équerre.
Alors, oui, donc pour continuer la réponse à votre question, donc Bourbon avait bien étudié le problème, il avait sorti tout un dossier, je crois sur 3 ou 4 pages dans Rivarol. Personne n'en a tenu compte. Je crois qu'on a été parmi les rares à parler de l'affaire et notamment de son agression, puisqu'à la suite de ce dossier, il a été agressé par le secrétaire des brigandes. Et Bourbon, donc, estimait que ceux en qui il croyait dans un autre milieu l'avaient carrément laissé tomber, etc. D'où son éditorial quelque peu furieux, à juste titre, disant que vraiment, il n'y avait rien à faire avec ces gens-là de nos milieux, et qu'il fallait, il reprenait mon expression, nettoyer les écuries d'Augias. Donc je ne pouvais qu'appuyer mon soutien à de si bonnes dispositions. Le problème, c'est que il a besoin de ces gens-là pour la vie de Rivarol, comme eux ont besoin de Rivarol pour faire leur buzz, puisque c'est le terme à la mode. Qui, eux? Ben oui, les Le Pen, les Lesquin et compagnie. Ouais, vous venez juste d'en parler. Eh oui. Ah oui. Ah oui, quand il parlait de faire le ménage. Ah oui, les Augias, ça, d'accord, fallait suivre. Il me semble. Rester sur les brigands. Non, mais on est parti des brigands et puis on aboutit justement à. C'était le titre d'ailleurs, je crois, de son éditorial, nettoyer les écuries d'Augias, où il reprenait textuellement mon expression. Donc je ne pouvais qu'applaudir. Mais là, le problème, c'est que je ne sais pas s'il va pouvoir tenir dans ses bonnes dispositions, parce que je vous dis, il a tout de même besoin d'eux, du public que ces gens-là ont encore quand même, et d'autant qu'eux aussi ne peuvent pas se fâcher carrément avec lui, parce qu'ils ont besoin tout de même de la surface de Rivarol. Donc c'est ambigu, je ne sais pas, je vais voir comment ça va évoluer. Ben, je ne demande pas mieux que Bourbon ait compris enfin ce que j'ai dit depuis des années. Donc, bravo. À l'instar d'Adrien Abosi, pensez-vous que le complotisme est une tradition du système? Je cite, « Les premiers à inventer des complots imaginaires, c'est le système ». Il a dit cela dans sa dernière conférence qui traitait du général Boulanger. Oui, alors il a raison, mais ce qu'il y a on le constate très souvent avec lui, c'est que il peut sortir des choses très intéressantes, et puis à côté de ça, carrément le contraire. Parce qu'en général, il nie tout complot. Hein? Il nie, justement, sur tous les sujets dont on a évoqué tout à l'heure le 11 septembre, et d'autres choses dont nous parlons régulièrement, dûment référencées, et pour lui, il n'y a pas de complot. Il n'y a pas de complot mondialiste. Il n'y a pas de complot mondialiste, notamment, il l'a dit, mais textuellement, faites bien de le rappeler, il a dit textuellement, il n'y a pas de complot mondialiste. Ah bon? D'accord, pourtant on le démontre. Et maintenant, il vient nous dire, oui, mais les premiers à faire le complot, c'est le pouvoir. Oui, mais c'est justement ce pouvoir qui dénonce les complotistes. Non, mais c'est magnifique. Non, mais il faudrait qu'il trie un petit peu ses idées dans le crâne. Hein. C'est un peu pris les pieds dans le tapis, là. Dernièrement, vous avez fait un rapprochement entre le système HARP et les incendies en Australie. Pour certains, vous feriez preuve d'un complotisme exacerbé et irrationnel. Que répondez-vous? Oui, je suis irrationnel, certainement, puisqu'ils le disent. Hein? Bon, alors, quels sont les faits? Quels sont les faits? L'Australie qui... Ben, les faits, elle brûle. Bon. Et alors, pourquoi croyez-vous que malignement, j'ai sorti cette hypothèse? J'ai rien affirmé, c'est une hypothèse. C'est que je suis tombé, par hasard, divin hasard, sur une information comme quoi le Premier ministre australien avait refusé de ratifier le traité de Marrakech. Et le traité de Marrakech, c'était quoi? C'était l'acceptation, tout bras grands ouverts, à l'immigration. Donc, j'estime que ce
président de l'Australie essaye de protéger son pays. Et il a raison. Et comme par hasard, tout de suite après, on apprend le début des incendies en Australie. Bon, quand on sait, par le système ARP, qu'on peut faire quasiment tout, on peut provoquer des tremblements de terre, on peut provoquer des sécheresses, on peut provoquer des incendies. Des virus aussi. On peut pas. Ça, c'est non, c'est autre chose, ça. Non, mélangeons pas tout. Mélangeons pas tout. Ah, c'est vraiment propre au Oui, climat. Oui, une modification. non, non, bon. C'est pas le climat. Et j'ai pas pu résister à dire, mais est-ce que ce serait pas dû au fait qu'il n'a pas accepté de se soumettre au traité de Marrakech? Point. Donc affaire à suivre, parce qu'il y en aura probablement d'autres, puis il y a d'autres manipulations aussi en cours. Suite aux insultes et menaces de mort et délations d'Hervé Ryssen envers vous et vos collaborateurs sur Internet, des internautes ont écrit à Alain Escada pour lui demander s'il comptait continuer à l'inviter à sa fête du pays réel. Il se plaignent de n'avoir reçu aucune réponse de sa part. Souhaitez-vous commenter? Quel voulez-vous que je commente encore au sujet d'Escada? Escada est un homme de fric, encore un. En fait, son grand truc, c'est d'inviter, enfin, sauf moi évidemment, c'est d'inviter le maximum de gens qui ont un petit public, de façon à ce que, pour lui, ça fasse un grand public, beaucoup de rentrées, donc beaucoup d'argent. Tout est là. Donc, dans la mesure où Ryssen a un public du fait de ses soi-disant livres, soi-disant antisémites, c'est un public et il ne va pas s'en priver. C'est aussi simple que ça. Et il n'a même pas le courage de répondre. Ça, c'est tout Escada. Le courage. Et je ne veux pas du tout insulter les Belges, parce qu'il n'est même pas belge, puisque d'après son nom, il n'est pas belge. Escada, c'est pas un nom tout à fait belge. Hein. Escada, c'est italien ou espagnol. La nationalité belge, en tout cas. Non, mais bon, écoutez, Escada, on pourrait en parler encore, mais on retombe toujours dans la même chose. C'est un individu qui a très bien su se faufiler auprès de la fraternité Saint-Pédis, qui le soutient, parce que toujours l'étiquette catholique, ah oui, ça fait vendre. C'est tout. C'est tout. Mais c'est un lâche. Lors de l'entretien accordé à Civitas, Alain Soral a affirmé « Si l'on veut avoir en France des juifs heureux et un islam apaisé, il faut que les uns et les autres admettent que notre religion historique, incontestablement, c'est le catholicisme. » Un commentaire. Pour ses désirs pour de réalité. Du côté musulman, ça pourrait être possible. Du côté juif, je ne crois pas. Je ne le crois pas parce que, et je reviens toujours sur la même chose, le problème des juifs par rapport au christianisme, c'est leur refus du Christ. Parce qu'il ne leur apportait pas le pouvoir sur le monde qu'ils s'escomptaient du Messie. Donc tout est là. Et leur haine inextinguible vis-à-vis du Christ et du christianisme ne vient que de là. Donc il ne faut pas rêver. Alors, bon, ça fait très bien, c'est un beau délayage de la part de Soral, mais ce sont des vœux pieux. Mais croyez-vous, docteur, par exemple, que le fait d'avoir une religion d'État serait la solution à beaucoup de problèmes actuels? Ah ben, je suis d'accord, je suis pour la religion d'État. Ah ben, c'est évident. Ah ben, c'est évident. Les libertés de religion pour les autres, religion d'État. Et pas celle qu'on a actuellement. Et pas celle qu'on a actuellement, évidemment. Roger Hollande est décédé le 30 janvier. Souhaitez-vous dire quelques mots à son sujet? Oui, certainement. Je l'ai pas mal connu quand j'étais au Front National, où il était aussi. Et je rappellerai avec quelque peu malignement qu'il avait failli claquer la porte du Front National en même temps que moi, et parce que je le poussais aussi un tout petit peu en disant « Écoute, mon vieux Roger, si tu n'as pas encore compris ce qui se passe au Front National, ben, je ne tiens plus à apporter ma caution. » Et il a hésité. Je me rappelle, c'était en 93. Bon.
Alors Roger Hollande, bon, ancien militaire, qui a fait la guerre d'Indochine, militaire valeureux, mais il fait partie de ces anciens gaullistes, et ça m'énerve toujours un tout petit peu. Il fait partie de ces anciens gaullistes qui n'ont compris De Gaulle, ou tout au moins une partie de De Gaulle, qu'à partir de la trahison de De Gaulle en ce qui concerne l'Algérie. Et beaucoup d'entre eux, et je crois aussi, à mon grand regret, Hollande, ils n'ont pas compris que le De Gaulle de l'Algérie, de la trahison de l'Algérie, était englobé dans le personnage de Gaulle, de sa reddition sans combattre en 1916 et de sa désertion en 1940. Parce que De Gaulle est un déserteur. Et comme tout déserteur, il aurait dû le fusiller. Car enfin, quand il est parti en Angleterre, l'armistice n'était pas signé, il faut tout de même le rappeler. Alors, tous ces gens-là qui viennent dire du mal de Gaulle parce qu'il a trahi l'Algérie française, tout à fait d'accord. Mais ils ne comprennent pas qu'on ne peut expliquer ce De Gaulle-là que par le De Gaulle antérieur. Mais non, avec leur petite mentalité patriote, ils ne voient que le De Gaulle de l'Algérie et pas le De Gaulle soi-disant patriote d'avant. Le De Gaulle qui fuit à Londres, on leur avait inculqué à l'époque, oui, il allait pour sauver la France. Mais bien entendu, Oui, mais il faut tout de même regarder l'histoire avec des lunettes quand même. Oui, parce que maintenant on a le recul actuel. Ah oui. Oui, à l'époque, mais ça n'empêche pas, par la suite, de se rendre compte qu'on s'est trompé. Ou qu'on a été trompé. Je pense que Roger Hollande, du moins, a été... Oui, non. Mais pour moi, ça a été un honnête homme. Je ne peux pas en dire autant des autres représentants de la droite dite nationale. Et même sa ligne était assez proche de la gauche. Ah oui, tout à fait. Non, tout à fait. D'ailleurs, les quelques contacts que j'ai eus avec lui, on s'entendait bien. Vraiment rien à dire. Mais je tenais tout de même à apporter cette nuance, justement, que c'est très bien de dénoncer le De Gaulle concernant l'Algérie, mais il faudrait se rappeler que pour comprendre le De Gaulle de l'Algérie, le traître de l'Algérie, c'est à cause de son passé. Et tout ça, je l'ai démontré dans mon livre qui vient de sortir, Charles de Gaulle, de la légende à la réalité. Poutine a annoncé son retrait de la vie politique en 2024. Comment avez-vous perçu cette information ? Il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites à ce sujet-là. Ça peut être beaucoup de choses, effectivement. Soit c'est une façon de consolider son pouvoir d'une façon détournée, soit il y a autre chose derrière que je ne perçois pas. Alors, ce que l'on peut enregistrer quand même à l'occasion de cette annonce, c'est que apparemment l'aile libérale occidentale qui était représentée par Medvedev a été mise dehors. Donc c'est très complexe, et comme toujours avec Poutine, parfois on se gratte le crâne en se disant mais où est la manœuvre? Qu'est-ce qu'il est en train de vouloir faire? Et je tiens à mentionner la chose, puisque tout de même jusqu'à présent j'ai soutenu Vladimir Poutine. Il y a une chose qui m'a interpellé, ce sont ses déclarations très franchement pro-juives. C'est curieux parce qu'il y a un déphasage entre les déclarations qu'il a faites à Yad Vashem, pour commémorer ce que vous savez, et sa politique humaine sur place au Moyen-Orient. Il y a un problème, et je ne vois pas très bien. Alors, est-ce qu'il est soumis à des pressions internationales et qu'il croit qu'il va pouvoir lâcher du lest en faisant telle ou telle déclaration? Je ne sais pas. À observer. Pour l'instant, je ne prends pas de parti. Au port de l'église Sainte-Anne, qui est l'un des 4 territoires français dans Jérusalem, Macron a eu une altercation avec la police israélienne. Qu'en pensez-vous? Il a fait du copier-coller de Chirac. En fait, Macron essaye de... Bon, peut-être qu'il a voulu donner des gages à la communauté musulmane en France. Pas exclu. Parce que c'est pas tout de continuer à faire venir l'immigration dans le but que nous connaissons tous, puisqu'il obéit à certaines injonctions. De toute façon, il est partie prenante dans l'affaire.
Et donc ça faisait bien pour créer son petit personnage de petit coquelicot. En pleine crise États-Unis-Chine, l'épidémie de coronavirus est-elle une aubaine pour les Américains? Le virus proviendrait-il de l'armée, comme l'affirment certains, ou plutôt du lobby pharmaceutique Big Pharma? Eh bien, on peut dire que probablement les deux. Et j'ai un texte que justement cette dame dont je parlais tout à l'heure m'a envoyé, qui est remarquablement intéressant. Alors, je vais vous lire certains extraits. Presque immédiatement après avoir obtenu la séquence du génome, plusieurs scientifiques russes ont émis l'hypothèse d'un lien entre le SRAS et la guerre bactériologique, etc., etc., etc. Il insiste lourdement sur le fait que ce nouveau germe ne peut pas se fabriquer naturellement. Ça ne peut être qu'une manipulation humaine en laboratoire. Donc c'est les scientifiques russes qui disent ça. Et puis alors là, encore plus clair. Je cite. En autre circonstance, nous ne saurions y voir qu'une fâcheuse coïncidence, mais quelques incidents majeurs, circonstanciels, nous incitent à changer de point de vue. L'un d'eux est l'installation en Chine, ces dernières années, de certaines universités et d'ONG américaines pour conduire des expériences biologiques, lesquelles étaient si complètement illégales qu'elles ont provoqué la colère des autorités chinoises. C'est particulièrement vrai lorsque l'on a appris que l'université de Harvard avait secrètement procédé en Chine à des expériences précédemment interdites par les autorités durant des années, au cours desquelles les laboratoires ont collecté des centaines de milliers d'échantillons d'ADN chinois avant de quitter le pays. Alors, que tirer comme conséquence de cette information? Ça veut dire que les Américains ont préparé une arme bactériologique depuis longtemps contre les Chinois, puisqu'ils ont cherché à avoir l'ADN. Donc, cette épidémie de coronavirus, en principe, cible d'abord les Chinois. Ils sont fragilisés, puisque c'est en fonction de leur ADN. C'est très, très important. Alors, quand je reçois des messages, information, comme quoi un scientifique américain a dit que c'était certainement une arme bactériologique qui avait été fabriquée, mais il cherche à pointer les Chinois de l'avoir fait. C'est le contraire. Donc c'est une défense. Et alors, comment interpréter la réaction du gouvernement chinois qui boucle toute la ville il y a une épidémie. C'est évident qu'il y a une épidémie. Donc ils essayent de préserver le reste du pays. Mais peut-être se doute-t-il justement qu'il y a... À mon avis, ils le savent. Ils le savent. Il y aura certainement des conséquences. Je ne sais pas de quel type, mais il y aura des conséquences. Au 1er février 2020, les Anglais sont sortis de l'Union européenne. Un commentaire? Grand bien leur face. Grand bien leur face, on verra. Moi, je ne suis pas du tout contre. Hein. Je voudrais qu'on en fasse autant en France, c'est évident. On a vécu tout de même sans l'Europe pendant quelques siècles, non? Hein? On se portait, il me semble, un petit peu mieux. Donald Trump a menacé de droits de douane supplémentaires la France, l'Allemagne et la Grande-Bretagne si elle n'enclenchait pas une procédure contre l'Iran pour violation de l'accord sur le nucléaire. Souhaitez-vous faire un commentaire concernant l'attitude du président américain? Si vous ne voulez pas que les Israéliens s'estiment maintenant libres de poursuivre leurs recherches sur éventuellement l'arme nucléaire, ils n'avaient qu'à ne pas dénoncer le traité qu'il avait signé avec les Iraniens. Donc il veut l'argent du beurre et la crémière avec. C'est toujours la même chose. Et puis vous nous obéissez pas, vous, les petits Français, les petits Allemands, les petits Anglais, hein, mais amende. On va vous pomper encore un peu d'argent. C'est bon pour le business. Et quand je pense qu'il y a des crétins, pour ne pas dire un autre mot, dans nos milieux, Trump. Plus comme Soral, par exemple. Oui, je sais. Comme Soral. Oui. Question suivante.
Lors d'une conférence intitulée « Les nouvelles formes d'antisémitisme » à Rome, Matteo Salvini a affirmé « Une Union européenne qui nie les racines judéo-chrétiennes, qui boycotte les produits israéliens, une ONU qui en 2018 consacre 18 résolutions à la condamnation d'Israël, et même pas une à l'Iran ou à la Turquie, pose un problème. Souhaitez-vous faire un commentaire et, en même temps, nous apporter des précisions concernant les racines de l'Europe ?» Eh bien, Salvini fait maintenant du club des nationaux sionistes, c'est évident. On pouvait avoir quelques espoirs en lui au début, bon, assez rapidement, et on l'avait signalé d'ailleurs à l'époque, les premiers glissements où il s'était rendu en Israël, un de ses premiers voyages, c'était déjà un petit signe d'allégeance et de soumission. Ben voilà. Alors, les racines chrétiennes de l'Europe sont helléno-chrétiennes, point. C'est tout. Helléno-chrétienne, toute la culture européenne, elle n'est pas judaïque, non. Elle est hellénique, et romaine, et latine. Pour José Luis Escrivá, ministre espagnol de la Sécurité sociale, l'économie espagnole aura besoin de millions et de millions de migrants dans les prochaines années pour se maintenir au niveau actuel, et ses voisins doivent être aussi préparés à intégrer massivement les populations exilées. Nous devons préparer les sociétés à cela. Leur expliquer pourquoi cela est bon pour eux, pour leurs enfants et les générations à venir. Je suppose que ça vous inspire. Ah oui, tout à fait, ça m'inspire. Ça me rappelle en tout cas des choses. Rappelez-vous la fameuse formule. Qu'est-ce qui avait sorti ça? Sarkozy. Non, c'était avant Sarkozy. Je me demande si c'était pas Lionel Stoléry qui avait dit à propos des musulmans une chance pour la France. Donc c'est toujours la même chose. Alors, où il y a des Espagnols, où il y a des Français, où il y a des Allemands, où il y a des Italiens d'origine, et ils peuvent travailler, où il n'y en a plus. Alors évidemment, il faut remplacer ça. Ah, mais c'est démentiel ce truc-là. Et là encore, ben, on voit cet Espagnol d'un socialiste extrême gauche, je crois, qui il fait le jeu du mondialisme. Tout est là. C'est pour ça qu'il y a une incohérence à être pour l'avortement mais contre l'immigration. Mais bien entendu. Bien entendu. Il ferait peut-être mieux de revoir sa politique de natalité, par exemple. Oui, bien entendu. Non, mais c'est Yves Cochet. Donc nous, on ne doit plus faire d'enfants, mais les autres peuvent venir et en faire à leur tour. C'est vraiment une maladie mentale. C'est de l'autodestruction. Des nouvelles de l'autre côté de la Méditerranée. Avigdor Lieberman, ancien ministre israélien de la Défense, a été débouté par le tribunal suprême israélien de son recours pour faire annuler les tests ADN que des rabbins font passer à des juifs en provenant de l'Europe de l'Est afin de confirmer s'ils sont bien juifs ou pas. Commentaire de l'autre côté. Que voulez-vous que je vous fasse comme commentaire? Une fois de plus, le monde juif démontre qu'il est le peuple le plus raciste au monde. Alors, j'ai une petite précision, il dit que c'est un petit peu disproportionné parce que les rabbins font passer ces tests que aux juifs d'Europe de l'Est, pas aux juifs français, espagnols, italiens. Oui, j'ai vu ça, je sais pas, c'est ambigu. Je ne comprends pas pourquoi. Ben non, la seule chose intéressante, c'est qu'une fois de plus, ça montre que Israël est le pays le plus raciste au monde. C'est une évidence. C'est pas la peine une évidence. Bon. Question suivante. L'avocat israélien des droits de l'homme et du droit de la guerre, Michael Tzfart, a estimé dans Le Point, à propos de l'accord du siècle de Trump, il ne s'agit pas du tout d'un plan de paix, mais d'un plan d'annexion. S'il était mis en place, il pourrait même nous amener à la guerre. Ce plan exclut tout intérêt palestinien. Il perpétue l'oppression permanente d'Israël sur les Palestiniens. Êtes-vous de son avis? Tout à fait. Et bon, là encore, j'avoue que ça me fait plaisir de voir ce genre de texte. Ça montre qu'il y a des juifs honnêtes qui voient clair.
C'est pour ça que j'évite toujours de mettre tout le monde dans le même panier, y compris les juifs. Il y a des juifs honnêtes qui constatent les erreurs et les crimes de leurs coreligionnaires. Donc c'est intéressant, effectivement. Mais le monde juif a passé son temps à provoquer des guerres pour son propre compte, en faisant s'entretuer les autres pour leur cause. Donc, et l'histoire de Zemmour, c'est ça. C'est ça. Rappelez-vous l'image des trois coqs, que j'ai répété à plusieurs reprises. Non, c'était pas Touitou, c'était Ronchaya. Qui a parlé des coqs. Et puis ce sont des guerres qui célèbrent leur fête, par exemple Pourim, c'est ça? Tout à fait, tout à fait. Les Iraniens qui trucident leurs nationalistes. Les Perses, pardon. Quel jeu diplomatique se dessine actuellement au Moyen-Orient et plus largement dans le monde musulman? Je fais référence à... Alors, c'est un fameux bazar. C'est un fameux bazar parce qu'il y a de tout là-dedans. Alors, il y a le revirement de Erdogan. Et là, je crois que je ne m'étais malheureusement pas trompé quand je disais il y a au moins un an, que Erdogan allait faire la pute entre les États-Unis et la Russie. Ben, apparemment, là, il a basculé du côté des États-Unis, puisque je viens d'apprendre qu'une de ses milices avait assassiné 6 conseillers russes. Alors, on va voir comment va réagir Poutine, là encore. Justement, je l'attends au tournant. Alors, il y a ça, pour le Moyen-Orient. Bon, l'histoire de l'Iran, c'est entre guillemets pour l'instant. On ne sait pas très bien ce que ça va donner dans le temps. L'Irak aussi, parce que tout de même, le Parlement irakien a demandé aux Américains de déblayer. Et donc, c'était une situation, ça peut éclater à tout moment. Et puis, il y a la Libye et l'Algérie. Et là, il y a un jeu très intéressant. C'est que là encore, on voit que Erdogan a envoyé des troupes en Libye pour appuyer le gouvernement local qui est appuyé par l'Occident, c'est-à-dire les États-Unis, la France, etc. Contre la politique que mène Poutine en Libye. Et par contre, dans le même temps, Poutine s'entend avec l'Algérie. Donc, l'Algérie qui a peur de la contamination par la Libye. Donc, vous voyez, le millimélo, les jeux à la fois diplomatiques, militaires et autres, c'est une poudrière. Alors, petite question bonus, docteur. Est-ce que vous pouvez nous donner des détails concernant votre dernière convocation au commissariat? Alors, je crois qu'il doit y avoir un mois maintenant, j'ai eu la surprise de trouver dans ma boîte aux lettres un petit papier me demandant de passer au commissariat. Me donnant, je crois que c'était à 9h du matin, en me disant que si ça ne me convenait pas, que je téléphone pour convenir d'un autre rendez-vous. J'y suis allé et le policier qui m'a reçu très correctement me dit, voilà, on a reçu une plainte contre vous de l'ALICRA pour incitation à la haine raciale. Alors, je le regarde, je dis, moi, incitation à la haine raciale, je n'insulte jamais personne. Et puis je lui dis, mais avez-vous un texte? Il regarde son papier, pas de texte de moi, enfin, reproduction d'une de mes déclarations, comme quoi j'aurais pu dire ce qu'il ne fallait pas dire. Alors je lui dis, écoutez, là, il insiste, mais enfin, vous ne vous rappelez pas, mais dites-moi, c'était à quelle date, là, ce que j'aurais dit qui n'était pas bien? Il regarde son papier encore, et il dit, bah, c'était au mois de mai 2018. Alors je dis, vous savez, je fais beaucoup de conférences et d'entretiens, si vous croyez que je me rappelle de ce que je me dis à plus d'un an de distance... Et vous êtes sûr, il n'y a toujours pas de texte, vous ne voyez pas de texte pour soutenir l'accusation contre moi? Il me dit non. Et il me dit, ben écoutez, puisque j'ai la date, je vais visionner votre entretien, et puis on en discute. Et puis pas de nouvelles. Vous allez faire et puis pas de nouvelles. Un fan de plus. Tout ce que je peux vous dire, alors je ne vais pas me réjouir. Alors, ce que je pense,
c'est que, comme vous savez, que je n'insulte jamais personne, et pourtant Dieu sait si certains auraient... Enfin, bon, ça sert à rien. Vous avez vu comment j'ai retourné la situation en ce qui concerne Rissen en restant calme. Bon. Ce que je pense, c'est que c'est une manœuvre d'intimidation. Ils veulent me faire peur pour que je mette un bémol sur ce que je dis. Mais je regrette beaucoup s'ils ne sont pas d'accord avec leur propre texte, puisque je ne fais que citer leur texte. Si leur texte les dérange, ben, ils n'ont qu'à les changer. Donc voilà. C'est imparable, c'est imparable. Ah ben, jusqu'à parent, c'est imparable. Et c'est pour ça que les crétins ou les de nos milieux qui Plancard n'est jamais poursuivi. Mais je ne suis pas poursuivi parce que je ne fais pas de conneries comme eux à insulter l'adversaire. Je n'insulte jamais l'adversaire, je le respecte. Simplement, je le coince par ses propres textes.